toujours renouvelé, mesdames et messieurs, c'est notre rendez-vous dominical et exceptionnellement et avec un grand plaisir, nous avons sur notre plateau une grande dame, une dame appréciée par la jeunesse. Vous le savez, j'ai reçu dernièrement une jeune fille, une jeune dame qui avait dit que son modèle, c'est Odette Babandoa. Donc nous avons aujourd'hui Odette Babandoa avec nous et avec elle, nous allons décortiquer l'actualité de la semaine, les temps forts de la semaine. Très heureuse de vous recevoir, Madame Odette Babandoa. Merci beaucoup. Vous êtes présidente de l'Union des Patriotes Républicains, secrétaire exécutif de la dynamique chrétienne pour l'unité et le développement. Et c'est vrai que ces derniers temps, les chrétiens, ils donnent beaucoup par rapport aux problèmes de notre pays. La toute première question, Madame, est-ce que un chrétien peut faire la politique? Parce que c'est la question d'ailleurs que se posent beaucoup de chrétiens. Est-ce que la politique est chrétienne? C'est pas un péché de faire la politique? Est-ce que les prêtres peuvent faire la politique? C'est ça un peu la question que se posent les chrétiens, Madame. Les chrétiens doivent faire la politique avec son amour pour les autres, avec la crainte de Dieu. Quand il se met dans la politique, la situation sera meilleure. Parce qu'il apporte l'amour, il apporte la crainte de Dieu et la considération pour l'autre. Et c'est pour ça que nous croyons que les chrétiens doivent être dans la politique pour donner une autre image. Est-ce que la politique ne va pas les noyer aussi, Madame? Parce que la politique, c'est pas aussi quelque chose de facile. Il y a beaucoup qui se disent quand vous entrez dans la politique, vous devez vous salir les mains, vous devez mentir. Il y en a même qui disent la politique est ça. Donc, est-ce que la politique ne va pas tuer cette chrétienté, au fait? Non, non. C'est la façon dont les gens sont en train de concevoir la politique qui donne cette image-là. La politique, c'est la noblesse même. Parce que quand on s'engage à la politique, c'est la gestion de la cité. Et on doit gérer la cité dans les normes, dans le respect des textes, dans le respect et l'amour des autres. Parce que quand on s'est engagé pour la communauté, pour un résultat. Et ce n'est pas l'art de mentir, ce n'est pas l'art de nuire et ce n'est pas l'art de destruction. La politique, c'est pour apporter le bien-être à la communauté qu'on est en train de diriger. Mais quand on les conçoit autrement, on arrive à la conception que vous êtes en train de donner là. Voilà, Madame, nous allons prendre le tout premier sujet, c'est d'ailleurs qui a lieu avec la candidature probable de Monsengo, parce que beaucoup de choses se sont dites derrière cette candidature. Il y a eu, on ne sait pas, il y a trop de quiproquos. Il y en a qui disent déjà que le cardinal Monsengo a dit non, mais comme nous avons en tout cas celle qui est en tête de cette pétition qui veulent à ce que Monsengo soit la tête de notre pays, nous allons avoir des éclaircissements. Mais pour commencer, Raciste, vous pouvez nous donner plus d'éléments par rapport à cette probable candidature du cardinal Monsengo. Au jour d'aujourd'hui, il se pose un problème. Notre peuple se trouvera devant un dilemme face aux multiples candidats de l'opposition. Nous, notre parti avait initié une démarche déjà l'année passée où nous avons échangé avec tous les leaders de l'opposition. On a vu Caméré, on a vu le président Félix, on a vu Martin Fayou, on a vu tout le monde. On a voulu que l'opposition présente un candidat commun pour créer une alternative crédible face aux misères de notre peuple. En 2011, les amis de la majorité ont triché, soi-disant, ils ont gagné, l'opposition est allée à notre dispersion. En regardant les signaux de l'ex-majorité, ils sont clairs, ils se préparent à tricher encore les élections. Si aujourd'hui, dans les élections se présentent, je ne vois pas quelqu'un, parmi nos pères de l'opposition, quelqu'un céder pour l'autre. Tout le monde peut être candidat. Et vous avez bien entendu qu'on va aller d'abord déposer, payer les 100 000, après on va négocier. C'est tellement difficile pour créer une chose pour l'autre. Ce qui est de leur droit légitime de postuler. Mais nous disons, les enjeux actuels demandent que nous regardons dans la même direction. Voir l'intérêt général au-dessus de l'intérêt individuel. Cardinal Monsengo est le candidat commun du peuple qui peut au jour d'aujourd'hui mettre n'importe qui de l'ex-majorité KO. Il a des atouts. Son âge, Monsengo ne viendra pas au pouvoir pour s'éterniser. Est-ce qu'il a déjà été saisi?
Oui, mais vous savez, on est des acteurs politiques. C'est pourquoi on a la pétition. On est en train de faire circuler, les gens signent et nous amener ces pétitions auprès de lui. Mais n'oubliez pas, il ne peut pas refuser. Il fera la non-assistance d'un peuple en danger. Madame Odette Bamandoua, vous avez suivi ce compatriote, mais la toute première question, est-ce que vous avez saisi Mosengo? Notre confrère a posé cette question. Est-ce que Mosengo est au courant de cette démarche? Parce que déjà, les voix se lèvent pour dire que Mosengo a déjà dit non. Il y a tout un communiqué sur les réseaux sociaux, sur beaucoup de médias en ligne d'ailleurs, qui disent que Mosengo a déjà dit non. Est-ce que vous avez saisi Mosengo? Parce que je sais que vous êtes parmi les gens qui veulent assez que Mosengo soit le candidat pour l'opposition, pour une alternance dans notre pays. Merci beaucoup, Maman Paulette. Merci d'abord de l'invitation. Je vous en prie. Vraiment, je crois que nous sommes Congolais et nous avons des droits pour parler de notre pays. Saisir Mosengo, c'est autre chose. Exprimer aussi un droit, c'est autre chose. La pétition est venue de la dynamique chrétienne pour l'unité et le développement, qui est une plateforme politique rassemblant des chrétiens de toutes confessions religieuses. Là-dedans, vous allez trouver des catholiques, des protestants, des salutistes, des kimbanguistes. Nous tous, nous sommes là. Leurs structures sont représentées dans la dynamique chrétienne pour l'unité et le développement, et des partis politiques des chrétiens. Nous sommes en train de mener cette démarche. Pourquoi? Vous voyez la situation du pays. Le message que vous venez de suivre là, c'est le message du peuple congolais. Le peuple nous demande d'aller aux élections ensemble, dans l'unité, avec un candidat de consensus, pour ne plus perdre les élections cette fois-ci. En 2006, alors que nous étions dans le groupe, avec d'autres prêtres, en train de réclamer que nous ayons un seul candidat pour l'alternance, il y a des voix qui se sont levées, des candidatures qui se sont présentées en ordre dispersé. Nous avons eu des résultats. En 2011, en 2006, il y avait encore plus de chances parce qu'il y avait l'élection présidentielle à deux tours. 2011. En 2011, il y a eu la modification de la Constitution. On se retrouve aujourd'hui avec un seul tour à l'élection présidentielle. Si le président en exercice aujourd'hui a été proclamé président, c'est avec 48 ou 49%. C'est que les 51 autres pourcents qui restaient, si nous étions dans l'unité avec un seul candidat, on aurait eu les changements et l'alternance dans ce pays. Mais les 51 autres pourcents se sont éparpillés entre plusieurs multitudes de candidatures. Un autre a eu 1%, un autre a eu 7%, un autre a eu 5%. C'est qu'on a divisé les 51% qui pouvaient nous conduire à l'alternance. Notre peuple souffre. Et nous crions, nous sommes dans la rue, en train d'organiser des marches, en train de crier. Nous n'avons pas de résultats. Le peuple nous a demandé aujourd'hui, le message que vous suivez là, il a reçu ça des peuples. Et c'est ce message-là que nous répercutons. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une guerre entre vous et le CLC, madame? Parce que le CLC semble ne pas vraiment être dans la même démarche que vous. Et d'ailleurs, vous n'avez pas répondu clairement sur ma question. Est-ce que Mosengo a été saisi? Parce que c'est vrai que... Quelle est la position officielle de Mosengo par rapport? Ou s'il a déjà répondu officiellement? Avant de lancer notre pétition, nous avons déposé un mémo auprès du cardinal. Et il est saisi. Et moi, je le connais. Et les peuples congolais connaissent le cardinal Mosengo. Il n'est pas déjà abandonné son peuple. Nous avons suivi plusieurs de ces déclarations. Il dit, tant que je suis encore, j'ai encore le souffle. Là, je peux vous le lire, ce que j'ai relevé par ce là. Tant que j'ai encore le souffle de vie, je vais me battre pour la liberté des Congolais. C'est Mosengo qui l'avait dit. Il dit encore, je rêve, je raisonne et j'ai compris que le plus beau cadeau que je peux laisser à la génération future, c'est la liberté. Qu'elle soit libre, la génération future, qu'elle soit libre dans leur propre pays. Ça, c'est Mosengo qui parle. Si je dois mourir pour cette cause, je suis prêt. Mais je voudrais voir les Congolais vivre dignement dans son pays. Ça, c'est Mosengo qui parle. J'ai la foi. Et je rêve d'un Congo fort et grand. Le reste de ma vie,
je les consacre pour la lutte de la libération du Congo. Et notre plus grand bonheur est que Dieu se penche de notre côté. Il dit, les Congolais, le Congo appartient aux Congolais. Ce combat ne concerne pas les catholiques, mais concerne tous les Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous avons saisi Mosengo, c'est sur base de toutes ces déclarations ici. Et nous connaissons les cardinals. Et les Congolais connaissent les cardinals. Il n'est pas déjà à laisser abandonner son peuple devant la mer Rouge. C'est comme si nous sortions de l'Égypte. Le cardinal ne va pas abandonner le peuple congolais devant la mer Rouge. Et la position par rapport avec le CLC, qu'est-ce qui se passe? Parce que le CLC, moi, je le reprends. Je vais vous répondre pour le CLC, mais je vais vous parler d'abord. Pourquoi vous avez choisi le cardinal? Moi, j'ai choisi le cardinal. Pourquoi nous l'avons choisi? Le cardinal ne va pas abandonner, après avoir dit toutes les déclarations là, pour soutenir, pour lutter pour la liberté pour le peuple congolais. Nous sommes en train de quitter l'Égypte pour traverser, aller vers la terre promise. Il ne va pas nous abandonner devant la mer Rouge. Le cardinal se mettra là avec son bâton devant la mer Rouge. Et nous allons traverser avec la grâce de Dieu, lui à tête, pour que nous arrivions à la liberté. Il ne faut pas céder, ma sœur Paulette, aux sirènes des corbières qui crient par-ci par-là. Les sirènes des corbières, nous les avons attendues. Quand nous sommes allés enterrer notre fils Rossi Chimanga, quand nous sommes allés enterrer la Thérèse de Chad Kapangala, l'innocente, quand nous sommes allés enterrer Hussein Ngandu et tous les autres, nous avons attendu les sirènes des corbières. Mais aujourd'hui, le combat, c'est aller gagner la liberté. L'indépendance dans les urnes. Dans les urnes. Donc vous n'êtes pas pour parce que le CLC menace de reprendre les marches. Donc vous n'êtes plus vous aussi dans cette démarche de faire descendre les gens dans la rue. C'est fini. Cette fois-ci, le combat, Madame Odette, doit être dans les urnes, avec Mosengo à tête. Nous avons dit pourquoi nous avons choisi Mosengo. Le peuple congolais croit à Mosengo. Et ils nous ont mis en garde. Vous avez suivi l'autre qui a parlé. Que si nous ne nous mettons pas ensemble, nous politiciens n'allons plus vers eux pour leur demander de descendre dans la rue. Ils ne descendront pas. L'occasion nous est donnée dans la cohésion pour que nous allions vers le combat. Et ma sœur Paulette, je suis une responsable dans ces pays. J'ai occupé beaucoup de fonctions. J'ai été magistrat, j'ai été PDG de chemin de fer, j'ai été ministre. Aujourd'hui, je vis parce que je suis avocate. Donc, une personne est responsable. Si aujourd'hui, je n'avais pas eu, quand nous sommes allés avec la DCID, voir les autres personnalités politiques, si on n'avait pas eu un écho favorable de la part du président Félix Tshisekedi, si nous n'avons pas eu, nous l'avons vu. Si nous n'avions pas... Félix Tshisekedi peut céder sa place au cardinal Mosengo. Ils sont tous... Bemba peut céder, Moïse Katumbi peut céder, nous attendons que le cardinal... au cardinal Mosengo. Nous attendons que le cardinal se prononce. Donc il ne s'est pas encore prononcé officiellement, le cardinal. Nous avons 8 jours devant nous. La pétition a déjà atteint combien de signatures? En tout cas, je remercie les peuples congolais. Ils sont tous mobilisés pour l'alternance. Si je continue à vous parler, que si je n'avais pas eu l'écho favorable quand on a vu le président Tshisekedi, quand on a vu le président Fayoum, quand nous sommes arrivés au QG de l'ensemble, et envoyant tout ce que nous recevons comme pétition, comme signature de pétition, on peut remettre un papier de pétition à un citoyen, il va vous en remettre 10 avec des signatures. Nous en avons, il y a 2 jours, il y en avait 827 440 en physique. Et nous en avons à ce moment-là 5020 en ligne. C'est que l'appel a reçu un écho favorable, tant dans le milieu politique que dans le milieu du peuple congolais. Et il vous met en garde que vous les politiciens, si vous ne vous mettez pas ensemble pour une candidature de consensus, les cardinals et vous tous, vous devez aller aux urnes avec une seule candidature.
Nous prenons un autre volet, mesdames et messieurs, nous restons toujours dans le volet des élections. La réunion de la CENI par rapport aux contentieux électoraux, vous le savez, les dépôts de candidature ont déjà commencé par rapport à la députation provinciale et même par rapport à la députation nationale, ça a déjà commencé. Et l'UDPS aussi présente certains de ses candidats à la députation provinciale. Plus de détails là, s'il vous plaît. Conformément à l'article 2 de la Constitution, les provinces de la République démocratique du Congo sont passées de 11 à 26. C'est qu'on n'avait que 12 cours d'appel parce que Kinshasa en a 2. Il a plu au magistrat suprême, le chef de l'État, de nommer par ordonnance présidentielle certains hauts magistrats qui vont occuper les postes de premier président des cours d'appel dans les 15 nouvelles provinces et des procureurs généraux. C'est avec eux qu'on était en train d'échanger pour que dès demain commencent les contentieux en République démocratique du Congo. Nous voudrions les féliciter, leur parler des éléments qui ont constitué la formation en cascade que nous avons entreprise il y a de cela 2 semaines. Après cet échange, ce qui reste à Kinshasa commence les contentieux de mai dans les 12, dans les 11 anciennes provinces ou 12 anciennes cours, et les autres prennent leurs avions, chacun à sa destination. Au cours de cette matinée politique tenue au siège du parti à Limete, il était question pour le secrétaire général de procéder à la présentation des candidats du parti aux législatives provinciales pour la ville de Kinshasa. Déjà, au début du mois d'août, na continuer périple nangane na sabandaki na Kasai, bisika nyonso tokobanda koma toko présenter ba candidat député provinciaux na biso. Jean-Marc Kabunda Kabund, qui a invité les combattants et tous les membres du parti à voter ce candidat, a expliqué la volonté de l'UDPS d'aller aux élections crédibles et apaisées. Tokokaki ko boycotter ba élection oyo kaka ndenge tosalaki en 2006 parce que élection ezali ndenge tozo lembolango na kolimbolango na lingala maponomi. Donc mutu nyonso azali kopona oyo alingi na après kopona wana choix na ye ezali respecté nde oyo tozali kobenga processus électoral crédible, libre, démocratique et transparente. Toutefois, le secrétaire général de l'UDPS explique que malgré les dépôts de candidatures par l'UDPS, les préalables posés restent maintenus. Parmi ce préalable, Kabunda Kabund évoque l'abandon de la machine à voter, la libération des prisonniers politiques et d'opinion, le nettoyage du fichier électoral de près de 10 millions d'enrôlés sans empreinte. S'agissant de la polémique sur le manque d'expérience de Félix Tshisekedi, Kabunda Kabund explique que ceux qui parlent de ce sujet sont ceux qui ont de l'expérience en viol, vol, corruption et détournement des deniers publics. Pour terminer, le secrétaire général de l'UDPS a expliqué que Félix Tshisekedi est et reste le candidat de l'UDPS à la prochaine présidentielle malgré le débat sur la désignation du candidat unique de l'opposition. Madame Odette Babandoa, on a déjà commencé à déposer les candidatures pour la députation provinciale. Est-ce que le parti, votre parti, l'Union des Patriotes Républicains, déjà en ordre, vous avez déjà quelques candidats, vous avez déjà déposé des candidats pour cette députation provinciale? Même nationale, hein, ça a déjà commencé d'ailleurs. Oui, Maman Paulette.
nous avions voulu que nous ayons de bonnes élections dans ce pays pour qu'on mette fin définitivement au problème de légitimité. Les élections se présentent comme telles. L'Union des patriotes républicains, dont la composante dynamique pour limiter le développement des CID, a déposé les candidatures pour la députation provinciale. Pour la députation provinciale. Voilà, nous avons suivi aussi quelques préalables posés par Jean-Marc Kabound par rapport aux élections, l'abandon de la machine à voter, les nettoyages de fichiers, la décrispation et tout ça. Pour vous, quelle est la position de votre parti ou même personnellement par rapport à la machine à voter? Vous êtes pour cette machine ou contre cette machine? Parce que ça suscitait un débat, comme je vous ai pour la première fois. Je voudrais avoir votre avis par rapport à cette machine. Est-ce que vous l'avez expérimenté déjà, cette machine à voter? La machine pose effectivement problème. Mais nous avions pris l'option que, machine ou sans machine, on devait aller aux élections. Mais nous devions plutôt renforcer la vigilance dans les bureaux de vote. Avec des témoins, beaucoup de témoins dans avec le beaucoup vote. de témoins. C'est dans ce cadre-là que nous militons pour un candidat unique au niveau national, au niveau de la présidentielle. Parce que si nous nous retrouvons avec des témoins et que chacun sort de ces bureaux de vote-là avec un PV authentifié, signé, avec les résultats. La machine peut dire autre chose, mais notre PV pourra témoigner de ce qu'a été les résultats. C'est le combat que nous sommes en train de mener, que dans la cohésion, nous pouvons arriver à l'alternance en imposant une présence dans les bureaux de vote qui va certifier de la véracité des résultats. J'y reviens, j'ai suivi notre confrère Jeff Caleb qui a martelé, qui a dit Félix Tshisekedi reste le candidat de l'UDPS pour la présidentielle, pour les présidentielles. Nous connaissons les égos de nos politiques congolais. Est-ce que vous êtes sûr? J'y reviens parce que c'est vraiment votre combat, vraiment votre cheval de bataille. Est-ce que vous croyez, madame, honnêtement, que tous ces candidats députés mettront de l'eau dans leur vin? Est-ce qu'ils désisteront face à Mosengo ou à un autre candidat qui fera le consensus? Est-ce que vous êtes sûr? Tel que nous vous connaissons, est-ce que vous êtes sûr que ça va aller? Si nous avons jeté notre dévolu sur le cardinal Laurent Mosengo Passigna, c'est parce que nous croyons, nous savons que c'est un homme du peuple. Il n'est ni de l'opposition, ni du pouvoir. C'est la neutralité. Et il n'est pas politique. C'est un homme de Dieu. Avec son âge, avec son statut d'homme de Dieu, il peut fédérer toutes les forces ensemble. Et nous avons adressé à toutes les personnalités politiques un mémo pour expliquer pourquoi nous voulons cette candidature. Nous l'avons déposée partout. C'est pour expliquer que Mosengo ne va pas aller se craponner au pouvoir. S'il accepte aujourd'hui, c'est la voie de sortie idéale. Il peut peut-être nous surprendre après les élections. 2 ans, 3 ans, il a plané le climat politique et social. Il peut vous demander, préparez-vous, vous allez aux élections. N'importe qui à ce moment-là peut briguer, nous pouvons nous retrouver avec une constitution à 2 tours. Nous tous, nous pouvons être candidats. Mais nous savons au moins que le respect des droits de chacun, la liberté, l'environnement, la sécurité, tout est garanti et que nous pouvons avoir maintenant les bonnes élections. C'est pour ça que nous voulons que chacun mette un peu de côté ses ambitions. Bien que le mal est tellement profond que chacun doit vraiment, au grand mot, grand. Mettons un peu nos ambitions personnelles, taisons-les un peu. Et mettons-nous ensemble. Si nous portons la candidature de Mosengo, je crois que nous pouvons apporter l'alternance dans ce pays. Mais il y aura toujours des voix qui vont s'élever, qui vont trouver des couacs par rapport. Parce que déjà par rapport à Félix Tshisekedi, nous avon suivi, ils ont dit qu'il est inexpérimenté. Et Kokonyang nous a balancé, il a dit on ne peut pas avoir un président qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant. Donc il y aura toujours des gens avec de mauvaises intentions qui sortiront toujours des couacs par rapport au candidat Mosengo. Est-ce que vous avez pesé cela aussi? Parce que qu'on le veuille ou pas, tout le monde n'est pas catholique, tout le monde n'est pas chrétien ici en République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez parlé aux musulmans de ce pays? Est-ce que vous avez parlé aux athées? Il y en a peut-être. Est-ce que Mosengo pour vous fédère vraiment les athées, les musulmans, c'est l'affaire du Congo. Aimons notre pays. Et aujourd'hui, l'unique voie de sortie, c'est de trouver un candidat qui va fédérer toutes les forces.
Et en dehors de lui, je ne sais pas qui va se présenter aujourd'hui, qui va accepter l'adhésion des autres. Musulman, il est congolais. Et qu'il mette un peu son statut de musulman à part. Athée, il est congolais. Son territoire, c'est le Congo. Les catholiques, les protestants, les salutistes, les musulmans. Le fait que le cardinal n'ait pas d'enfant, c'est pas aussi un couac, parce que c'est vrai qu'on en sourit peut-être, mais eux, ils travaillent dans les labos pour trouver des motifs. Pour vous, peut-être le fait qu'il n'ait pas d'enfant, aussi on ne comprendra peut-être pas qu'il faut faire ça par rapport à l'enfant et tout ça. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose de... Ceux qui ont des enfants, qu'est-ce qu'ils nous ont donné comme gestion? Ceux qui ont des femmes et des enfants, qu'est-ce qu'ils nous ont donné comme gestion? Il n'y a qu'eux qui ont un cœur. Mosengo qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de femme. Est-ce qu'il n'a pas un cœur de parent? Peut-être ils disent que Mosengo n'a pas de cœur de parent. Mais aujourd'hui, nous n'avons que peut-être 10% de ceux qui sont riches. Et tous ceux qui nous entourent sont dans la pauvreté. Ils croupissent dans la misère, dans la souffrance avec leurs enfants. Au moment où les riches sont en train de se trimballer partout avec leur argent, ils amènent leurs enfants à l'extérieur des pays. Ils vivent dans l'opulence. 2 ou 10% et les 80% sont dans le noir, dans la misère. Et c'est ça, être un parent. Les parents, vous mangez, l'enfant du voisin ne mange pas, vous trouvez que c'est normal. C'est celui qui a l'amour de Dieu. C'est celui qui craint Dieu, qui a l'amour de l'autre. C'est à celui-là qu'on peut confier la gestion de la communauté. Et nous croyons qu'aujourd'hui, les vrais combats que nous avons, c'est d'apporter un homme consensuel à la gestion par rapport au droit canonique. Est-ce que ce n'est pas incompatible aussi qu'un prêtre puisse être président? Vous avez regardé de ce côté-là par rapport au droit canonique, c'est faisable, c'est compatible? Ceux qui nous ont parlé disent que ça ne peut se faire que dans une situation exceptionnelle. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et le peuple a besoin de l'assistance des hommes de Dieu. Il a besoin de cardinal pour l'aider. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Plus exceptionnelle même à 1992 quand il a été président de la conférence nationale souveraine. Oui, Mosengo, il faut le soulever, il faut reculer un peu dans le temps. Mosengo a été président de la conférence nationale souveraine dans les années 1990. Il a été aussi président de l'Assemblée nationale qui est venue après, je crois que c'était la haute autorité. Ça nous viendra. L'histoire de la RDC est tellement riche, ça reviendra. Il a quand même dirigé deux grandes institutions dans notre pays. Et je crois que le résultat était très très bon, selon une certaine opinion. Donc, pour Madame Odette Babandoua, notre futur président, ce sera Laurent Mosengo. Nous restons toujours dans ce chapitre de désignation. Nous avons, Kabouya l'a dit tout à l'heure, le secrétaire général de l'UDPS, il soutient la candidature de Fachi, de Félix Tshisekedi, et évidemment quelques jeunes du PPRD qui soutiennent Joseph Kabila comme leur candidat à la présidence de la République. Plus de détails. Je pense que les choix de l'UDPS Kibasa, c'est un choix judiciaire, ce n'est pas un choix du hasard. Ils ont fait l'expertise de constater et de faire la comptabilité de la situation réelle de l'opposition. Ils ont compris, et c'est par rapport à cette étude approfondie qu'ils ont porté leur choix sur notre président, M. Félix Tshisekedi. C'est tout à fait normal. À ce qui me concerne, je n'ai jamais vu quelqu'un, quand il apprend que son président, quittons le contexte politique, que son frère a été accepté dans une autre famille, en dehors de la leur, qui ne puisse pas être content. Je pense qu'à ce qui me concerne personnellement, j'ai accueilli cette information, ou bien cette nouvelle, avec beaucoup de joie. Et nos amis de l'UDPS Kibasa ont montré leur sincérité à la face du monde au lieu de créer des problèmes inutiles. Et je peux aller plus loin pour dire que c'est une bonne chose. Mais le vrai problème, madame, ne réside pas au niveau des candidats uniques ou bien candidats communs de l'opposition. Le problème qui dérange dans cette affaire, c'est la crédibilité du processus électoral. Et cette histoire-là des candidats communs de l'opposition est créée seulement par les services de renseignement pour préparer la tricherie que la majorité est en train de projeter dans les jours à venir.
parce que l'opposition est plurielle. Et si aujourd'hui, d'autres formations politiques n'arrivent pas à parler le même langage avec nos frères de l'IDPS Kibasa, et la majorité au pouvoir va sauter là-dessus pour dire que non, vous savez, l'opposition n'a pas pu gagner les élections. La jeunesse du PPRD met en garde tous les acteurs politiques, toutes tendances confondues. La société civile, spécialiste de l'agitation et ennemi de la démocratie et du progrès, qui multiplie sans fondement des stratagèmes et entraves sous couvert des soi-disant préalables dont le seul objectif est de faire obstruction à l'aboutissement heureux du processus électoral. Le peuple congolais, déterminé à exercer sa souveraineté, conformément à l'article 5 de la Constitution de la République, n'admettra aucunement tout acte ou comportement tendant à les priver d'exercer son droit fondamental. La jeunesse du Parti du Peuple invite l'ensemble du peuple congolais à la vigilance, tous azimuts, et à s'approprier le processus électoral afin de consolider la démocratie et préserver la souveraineté, la stabilité et l'élan de la reconstruction nationale amorcé sous le leadership du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Enfin, la jeunesse du PPRD réitère son attachement et son soutien indéfectible au Raïs Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, et lui rassure de son accompagnement jusqu'au bout de la réalisation de sa vision politique pour le Congo et son peuple. Fait à Kinshasa le 25 juillet 2018 pour la Ligue des jeunes du PPRD, Papi Mpungu Wamba, président national. Madame Odette, vous avez suivi ces jeunes du PPRD, ils ont dit c'est leur liberté, c'est leur droit de choisir ou de soutenir Joseph Kabila comme candidat à la présidence de la République. Vous êtes là, vous vous battez pour un consensus pour un candidat dans l'opposition. Et selon la loi, est-ce que Joseph Kabila, parce qu'il trouve toujours des subterfuges, il trouve toujours des moyens pour nous dire que non, Joseph Kabila peut encore se représenter. Pour vous, c'est faisable. Joseph Kabila peut se représenter. Et qu'est-ce qui se passera s'il se représente? Nous étions contents d'attendre de sa bouche que c'est le candidat éligible qui va se présenter. Mais je crois que ces jeunes gens doivent lire la Constitution. Il faut qu'on leur donne la Constitution, qu'ils la lisent correctement pour comprendre qui est éligible aujourd'hui. Je ne vois pas comment le président Kabila va encore se présenter, sur base de quel texte, sur base de quelle constitution, pour être candidat président de la République. C'est vraiment malheureux. Et mais qui se cache derrière? Pourquoi avec une telle assurance ces jeunes parviennent à dire? Parce qu'aujourd'hui, on l'avait dit ça, ce n'est plus dans les salons politiques. Aujourd'hui, voilà, il y a des déclarations aujourd'hui à la face du monde. Mais pourquoi avec une telle assurance? Qui se cache derrière ces jeunes pour soutenir cela? Parce que même si le chef de l'État ne l'a pas dit, mais tout le monde se commence à se poser des questions si c'est peut-être pas les ténors de la majorité qui veulent assez que Joseph Kabila se représente pour leurs intérêts. Bon, nous voulions vraiment que le président soit clair dans son dernier message ici. Il ne l'a pas dit, mais il a parlé des candidats qui sont éligibles. Et nous croyons qu'il a bien parlé de notre constitution. Et dans ce contexte-là, nous ne voyons pas le président Joseph Kabila être candidat. Et ceux qui voudront aller dans ce sens-là, ce ne sont que ceux qui veulent vraiment conduire le pays au déshonneur. Nous ne voyons pas comment ils peuvent se présenter. Est-ce que... Comme tout le monde devait être porte-parole de tout le monde, je suis entré ici, vous m'avez dit non, Moussengo s'est prononcé, parce qu'il y a des citoyens qui ont parlé, Moussengo ne s'est pas prononcé. Et nous espérons aussi que Kabila va nous présenter son dauphin au courant de la semaine ici, qui sera candidat. C'est sur cette point CD de Israël Moutara nous a donné ce scoop ce samedi que déjà à Kingakati, le président a demandé 4 candidats pour chaque plateforme du FCC et il tirera son dauphin d'ici là. Donc d'ici là, il y aura le dauphin de la majorité présidentielle. C'est le scoop de 7 sur 7.cd. Mais s'il arrivait, Madame Odette Babandoa, que le président Kabila se représentait, rempilé pour un 3e mandat, est-ce que l'Union des patriotes républicains boycotterait les élections? Quelle sera votre réaction? Vous irez quand même aux élections?
On n'acceptera pas qu'il y ait un troisième mandat, une candidature du président Joseph Kabila. Parce qu'il a fait son temps, il a fini son mandat. On n'acceptera pas qu'il soit candidat. Et lui-même, il a parlé de l'éligibilité. Et nous croyons que nous sommes dans un état de droit. Ça ne peut pas passer. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'appeler à la cohésion. Parce que je ne sais pas, si nous tous nous sommes un, même à 2011, si nous étions un, Kabila n'allait pas passer. Il a eu 48 ou 49%. Les 51 autres nous revenaient. Nous devons faire un réseau de témoins qui doit sécuriser notre élection dans les bureaux de vote. Il faut un réseau de témoins. Et ça, nous pouvons réussir si nous tous nous organisons dans une plateforme citoyenne de l'opposition pour amener à contrôler. Vous avez suivi Mme Odette Babandoa, la majorité présidentielle, qui parlait de la non-éligibilité de Jean-Pierre Bemba, qui a dit que Jean-Pierre Bemba ne peut pas être candidat parce qu'il a encore des dossiers à la CPI par rapport à la subornation des témoins. Est-ce que la majorité présidentielle peut dire cela au nom de l'opposition? Est-ce qu'un jour, la majorité présidentielle peut se réveiller et dire que non, Mme Odette Babandoa n'est pas éligible? C'est dommage. C'est leur boulot de dire ça. C'est dommage, ma sœur Paulette. J'ai suivi les porte-paroles de la majorité, Monsieur André qui est maintenant le porte-parole de la CENI, ou bien c'est lui le président de la Cour constitutionnelle, je ne sais pas. Il a déjà examiné le dossier de Jean-Pierre Mbemba pour se prononcer, mais c'est quand même dommage. Parce que ça relève de la CENI. C'est la CENI qui va apprécier ça, si Jean-Pierre Mbemba n'est pas éligible ou non. Et si Jean-Pierre Mbemba n'est pas éligible, nous avons la Cour constitutionnelle. Même si nous savons déjà comment cette Cour se présente aujourd'hui. C'est le chemin que va adopter, selon une certaine opinion, Joseph Kabila. Donc Joseph Kabila aussi peut aller déposer sa candidature à la CENI. Si la CENI refuse, Joseph Kabila part à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle tranche. Tout le monde a peur de ce schéma-là, au fait. Nous avons ce danger-là devant nous. Il n'y a qu'au peuple congolais, aux hommes politiques congolais, de se préparer pour affronter ces dangers. Soit pour affronter cette guerre qu'on est en train de nous amener. Parce que nous cherchons les élections qui vont nous conduire à une légitimité. Cette fois-ci au moins. Mais là, on est en train de créer les élections qui vont conduire au désastre. Mais nous ne pouvons gagner qu'en nous mettant ensemble. Parce que même si ils se présentent, mais si nous sommes ensemble, dans la cohésion, nous pouvons relever les défis. Et nous ne pouvons pas accepter un troisième mandat. Ça, c'est inacceptable. Qu'allez-vous faire? C'est vrai que vous n'allez pas accepter, mais l'Afrique centrale nous a donné l'exemple, Mme Odette Babandoa. Donc, le Rwanda nous a donné l'exemple. J'y reviens toujours, je me dis, le Congo, la RDC ne vit pas en vase clos. Le Rwanda nous a donné l'exemple. Le Burundi, le Congo-Brazza, aujourd'hui c'est le Cameroun, c'est même la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Donc, Kabila ne regarde que les exemples des autres. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que l'opposition africaine peut faire face à des présidents qui ont l'argent, qui ont l'armée, qui ont la sécurité, les services de sécurité? Qu'est-ce que vous allez faire? Le Congo n'est pas le Rwanda, ni les autres pays. Le Congo, c'est autre chose. Et nous croyons que la libération de l'Afrique partira du Congo. C'est pourquoi vous nous voyez engagés dans ces combats-là. Si aujourd'hui, nous arrivons à donner l'image au monde, voilà, nous tous, on croyait que c'était le désastre qui allait nous arriver. Nous tous, nous nous sommes mis ensemble et on a amené au pouvoir une seule personne qui a apporté l'alternance. Le vent qui va souffler au Congo va avoir de l'implication sur les autres pays africains et nous sortirons grands. Voilà, nous prenons autre chose, la déclaration du MLC, et nous allons parler un peu, bien qu'il n'y ait pas d'image, de ce communiqué de la DGM. Nous avons suivi tout sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, des fois, les réseaux sociaux nous donnent les pions. Il y avait toute une liste de personnalités. D'ailleurs, c'est la question que je vais poser à Mme Babandoa. Peut-être qu'elle est française, qu'elle est portugaise, ou qu'elle est grecque, et même roumaine. On ne sait jamais en République démocratique du Congo. Cette liste avait suscité beaucoup de passion. Et nous avons suivi la déclaration de la DGM qui avait clos le débat, qui a dit que c'est une fausse liste et qu'elle n'a jamais promulgué cela. Déclaration du MLC raciste, s'il vous plaît. Le mouvement de libération du Congo
a l'insigne honneur de porter à la connaissance de l'opinion qu'il a plu à Dieu Tout-Puissant, après 10 ans d'absence au pays, de permettre le retour du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du MLC, sur sa terre natale, la terre de ses ancêtres, la République démocratique du Congo, ce mercredi 1er août 2018 par l'aéroport international d'Ndjili. À cet effet, le MLC invite la population congolaise, particulièrement les Quinoises et Quinois, à lui réserver un accueil chaleureux dans la paix et l'allégresse. Avec Dieu, nous vaincrons. Madame Ode Babandoua, nous avons suivi Madame F. Bazaïba qui nous a dit que Jean-Pierre Bemba revenait dans la terre de ses ancêtres. Il est déjà revenu, normalement il devait déjà être là à Guémena, mais il y a eu un grand couac, j'aime bien ce mot, il y a eu beaucoup de sympathisants qui ont été empêchés entre guillemets de se rendre à Guémena pour accueillir leur leader avec le non-décollage de l'avion de Congo. Pour vous, ce non-décollage, ça a été fait exprès pour empêcher les gens d'aller accueillir Jean-Pierre Bemba à Guémena? Ou c'est simplement une panne technique qui peut arriver? C'est vraiment, ça m'a fait beaucoup de la peine, hein? Parce que je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit gérer l'État. Un vol normal, régulier, les gens ont payé leur billet. Vous êtes même entré, vous avez même suivi l'autre Kabound parce qu'on a publié les listes provisoires des députés provinciaux. Chacun devait aussi descendre là-bas pour aller faire ses recours. Et il y a un délai pour ça. Mais quand on interdit le vol tout simplement parce que ça doit amener des Congolais pour aller accueillir leurs compatriotes, ça fait beaucoup de la peine. J'ai compati et j'ai vraiment protesté hier quand j'ai vu ça. Ça m'a fait beaucoup de la peine. Ça ne se fait pas comme ça. Et où est la liberté? La liberté dans ces conditions-là. Vous voyez déjà, seulement pour aller accueillir quelqu'un qui n'a pas été dans son pays, qui a été privé de liberté. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, qui arrive, ces militants vont aller l'accueillir, il n'y a pas d'avion. Vous croyez que nous allons, en ordre dispersé aux élections, nous allons gagner? Nous devons conjuguer nos efforts ensemble pour congédier ces mal-là. Comment on peut priver, ne fût-ce que la simple liberté? Nous avons droit à ça. Oui, Moïse Katumbi, on se demande d'ailleurs si il reviendra, parce qu'avec Jean-Pierre Bemba déjà il y a Moïse Katumbi, nous espérons qu'il reviendra, parce qu'il viendra pour déposer sa candidature. Mais dans la situation actuelle... Il nous reste quelques jours déjà pour le dépôt de candidature. Déposer la candidature ne pose pas un problème. Il peut arriver aujourd'hui, demain il dépose et il peut repartir. Mais seulement, il a l'autorisation d'atterrir au Congo. Il a un passeport. Je ne sais pas si on lui a déjà donné le passeport. S'il n'a pas de passeport, je ne vois pas comment il va arriver. Mais s'il peut venir comme un citoyen congolais, il prend son avion, il arrive. Nous espérons que vraiment on va lui laisser la liberté d'arriver. Madame Odette, c'est vrai que vous êtes une femme politique de poigne, vous vous battez pour la liberté en République démocratique du Congo, mais dans les réseaux sociaux cette semaine, beaucoup de Congolais ont été un peu dégoûtés de voir. C'est vrai que selon notre constitution, la nationalité congolaise est l'une exclusive. Beaucoup de personnalités congolaises citées dans un fameux communiqué, une fameuse liste de la DGM ont une autre nationalité. Ce n'est pas de double nationalité, une autre nationalité. Question directe. Madame Babando est-elle française, belge, portugaise, grecque, roumaine, russe, canadienne, américaine ou simplement congolaise? Soyez vraiment véridique, parce que les Congolais ont été vraiment dégoûtés, je le dis, ont été un peu dégoûtés aussi. J'aime tellement ma nationalité qu'il m'est difficile d'aller ajouter une deuxième nationalité. Sûr, vous êtes congolaise? Je suis congolaise de pur sang. Je suis congolaise de pur sang et j'aime mon pays et je me sens bien en congolais. C'est pourquoi vous me voyez me battre en politique pour donner de la dignité au peuple congolais. Quand on ira à l'extérieur,
je me présente congolaise et qu'on me respecte. Vous avez vu cette liste, Madame Odette Baba? J'ai vu la liste qui... Quelle a été votre appréciation quel est votre point de vue? Parce que c'est vraiment presque le 3/4 des députés, des Congolais qui sont, entre guillemets, qui sont dans les institutions, qui ont une autre nationalité. C'est quand même aberrant. On se pose la question, est-ce que la CENI ne fait pas bien son travail? Comment leur dossier passe comme ça, que ça soit vrai ou faux? Mais comment un Belge passe dans les mailles des filets de la CENI et députés et sénateurs? Les gens ne comprennent pas. Bon, c'est une information qui est en circulation. J'espère que le procureur général de la République, qui peut se saisir d'office des infractions, il peut faire ne fût-ce qu'une réquisition d'informations pour demander les éléments, qu'on mette les éléments à sa disposition et faire les enquêtes pour nous éclairer. C'est une liste qui est en circulation, qui scandalise. Malgré les démentis de la DGM. Bon, la DGM a démenti, mais c'est une information qui a quand même circulé. Nous voulons des éclaircissements. Que le procureur général de la République, qui garantit la loi, qui se mette, qu'il cherche à nous donner les explications. Parce que quand il a appris que Moïse Katumbi avait un passeport italien, il s'est saisi de ça. Qu'il se saisisse de cette information-là et qu'il nous donne les éclaircissements. C'est ce que nous demandons. Ça, c'est une autre question maintenant. En tant que femme, en tant que maman, c'est vrai que dans nos familles aussi, on a beaucoup de frères, on a beaucoup de sœurs qui ont acquis une autre nationalité. Quelle est votre position, madame, par rapport à cette double nationalité? Est-ce que devons-nous ouvrir notre nationalité à nos frères qui ont acquis qu'on le veuille ou pas, c'est vraiment un secret de polichinelle. Nous devons plus continuer à faire la politique de l'autruche. Il y a beaucoup de Congolais qui ont envie de rentrer, qu'il y a beaucoup de Congolais à l'extérieur qui ont une autre nationalité, mais qui aiment passionnément le Congo, qui ont la passion réelle du Congo, mais qui veulent rentrer. Est-ce que pour vous, quel est votre point de vue? Doit-on ouvrir cette nationalité? Maman Paulette, la loi aujourd'hui est que la nationalité congolaise est in et exclusive. Ça, c'est le fait, c'est le droit. Mais il y a les faits qui se présentent à nous, qui méritent d'être examinés par les faiseurs de loi pour qu'on sorte peut-être d'autres réglementations. Mais la loi aujourd'hui, la nationalité est exclusive. Mais le Parlement peut se pencher parce que beaucoup de gens de Congolais ici vivent de ce que leurs frères qui sont à l'extérieur leur apportent comme à manger. Et pour avoir un bon travail là-bas à l'extérieur, ces Congolais, c'est facile d'avoir du bon travail quand on a la nationalité de ces pays-là que d'avoir une autre nationalité. Et peut-être, pour besoin du travail, pour besoin de nécessités, ces gens prennent des nationalités là où ils sont pour être des cadres, des chefs. Pour une meilleure intégration peut-être. Pour une meilleure intégration. Mais c'est une question qui doit être examinée au Parlement pour une suite. Mais aujourd'hui, la nationalité est une. Si vous avez des nationalités, il faut renoncer à l'autre. Voilà, nous allons prendre vraiment un autre volet. Nous avons clos un peu cette page politique. Nous allons un peu prendre le volet social, la présentation de l'application Info 7 et l'annonce de fin du virus Ebola. Vous le savez, le virus Ebola, je crois que c'était la neuvième fois que notre pays, en tout cas, est atteint par cette épidémie. La neuvième fois, je crois que nous devenons experts, et nous sommes déjà experts en cette maladie, et que cette semaine, le ministre de la Santé a annoncé la fin de l'Ebola dans notre pays. La fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola a été rendue possible, selon le gouvernement, grâce notamment à l'administration pour la première fois du vaccin contre Ebola à plus de 3000 personnes après une période d'observation de 42 jours sans aucun nouveau cas confirmé et conformément à la réglementation sanitaire internationale. Le ministre de la Santé a déclaré la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. L'OMS a félicité le pays et tous ceux qui étaient impliqués dans la lutte contre l'épidémie. Le plan stratégique validé par le ministre Oli Ilunga préconise aussi la poursuite de la gratuité des soins dans les 7 zones de santé de la province de l'Équateur jusqu'en décembre 2018. 2 semaines après l'annonce du déclenchement de la nouvelle de l'épidémie, l'OMS et les autorités congolaises ont lancé une vaccination ciblée qui a visé le personnel soignant et les contacts de malades. Rappelons par ailleurs que cette épidémie de la maladie à virus Ebola est la 9e que la RDC a connue depuis la découverte de ce virus en 1976. École moderne, c'est l'application que propose Info 7 aux écoles de la capitale. Elle facilite les inscriptions, le paiement de frais en ligne, l'accès aux résultats individuels mais également au dossier complet de l'élève pour ne citer que cela.
Une démonstration de cette application a été faite sous le regard admiratif de la ministre provinciale en charge de l'éducation. Première école à bénéficier de l'application École moderne, l'Académie des sciences et technologies se dit satisfait des résultats déjà obtenus grâce à cette application qui de reste cadre avec sa vision. Le programme de l'éducation nationale est respecté de A à Z. Au-delà de ça, et on rajoute en fait un programme à CITEC qui est un programme orienté sur le numérique. Le numérique vient avec l'énergie. L'énergie, sans énergie, il n'y a pas de numérique et donc la combinaison des deux donne la solution. Et nous pensons véritablement que nous avons réellement besoin en fait des profils d'élèves ou d'étudiants et même d'employés futurs qui auront une orientation pratique vis-à-vis de la science et qui nous permettra de pouvoir mettre sur le marché des gens qui sont opérationnels tout de suite. Pour Thérèse Olenga, il est plus qu'autant que la révolution de la modernité, chère au chef de l'État, fasse partie intégrante du système éducatif quinois en particulier et congolais en général. Nous devons mettre de la volonté, nous devons comprendre ce que c'est que l'innovation et on nous a dit que c'est l'innovation qui amène le développement. Il faut comprendre ceci et quand on parle de la révolution de la modernité, c'est vrai, c'est bon de construire les écoles, c'est très bien d'équiper les écoles, mais la vraie modernité, c'est amener la technologie dans nos écoles et la numérisation. La ministre provinciale de l'Éducation aura droit à une visite guidée de ACITEC. Située à Binza-Pigeon, l'Académie des sciences et technologies se veut une école réellement moderne avec des infrastructures et un enseignement répondant aux exigences et défis de la mondialisation. Madame, c'est quand même une bonne nouvelle, la fin de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, quand même. C'est vraiment bon. Dieu merci qu'on est arrivé à maîtriser l'épidémie. Mais seulement, c'est quand même un peu dommage parce que c'est depuis 1976 que nous avons connu pour la première fois cette épidémie d'Ebola qui a décimé la population à Yamboukou, à l'Équateur. Et si nous avions vraiment pris ces problèmes à cœur, on aurait déjà avancé et même trouvé des vaccins. Parce que ceux qui ont eu le problème dernièrement au Libéria, comme c'était devenu un problème international, ils se sont investis, ils ont amené quand même des vaccins qui ont sécurisé les personnels soignants pour que la maladie ne puisse pas se développer davantage. Si on peut mettre un budget vraiment conséquent à la recherche des vaccins pour cette maladie, ça sera une bonne chose. En République démocratique du Congo. C'est déjà 9 fois que nous avons... On se demande que fait le ministère de la Recherche scientifique en République démocratique. Il faut qu'on fasse vraiment des recherches pour savoir comment ça arrive, comment nous pouvons maîtriser les cas, surtout si on a déjà le vaccin qui a pu maîtriser la situation au Libéria, que le Congo s'investisse davantage. Dixième, madame, comme nous sommes dans le volet un peu santé et dans les régions, est-ce que vous avez appris, madame, qu'il y a des jeunes filles en République démocratique du Congo qui font l'objet de violences sexuelles au Kasaï? Est-ce que vous avez appris cela? Oui, vous êtes une maman, vraiment je vous le pose dans ce cadre-là. J'ai appris cette histoire et ça fait un long moment qu'ils sont en train de souffrir de ça, selon les informations qu'on nous a selon un rapport d'une organisation internationale, toujours. C'est ça. Et nous avons une femme qui est conseillère contre les violences sexuelles faites aux femmes, et qui est conseillère du président de la République. Madame Janine Mabunda, oui, Madame Janine Mabunda. Si elle est toujours là, en fait. Oui, je crois qu'elle est toujours là. Quelle est sa réaction? Est-ce qu'elle sait cette situation? Qu'est-ce qu'ils ont pris comme disposition? S'ils peuvent au moins nous aider à savoir qu'est-ce qu'ils ont pris comme disposition. Et que les pouvoirs... Les gens m'ont dit de vous poser cette question. Est-ce que c'est dans notre culture, Madame Odette Pamando, d'avoir des esclaves sexuels? Je ne sais pas, parce qu'on les voyait sous d'autres cieux, sous d'autres contrées, mais avoir des... C'est ça. Il y a des esclaves sexuels en République démocratique du Congo. Il y a de ces choses que nous sommes en train de vivre dans notre pays, ce n'est plus dans notre coutume. Peut-être ceux qui sont en train de chercher à détruire ce pays, qui sont en train de venir pour nous réduire mentalement, qu'on soit soumise à leur désir. Et je ne pense pas que ça doit rester impuni. Les pouvoirs doivent s'investir
pour que nous arrivions à mettre fin à ça. Et ce n'est pas seulement au Kasaï. Si vous faites le tour de la République, même à pleine ville de Kinshasa, nous pouvons arriver à découvrir des choses comme ça. Ça fait très mal. J'ai vu les images d'une chaîne de télévision qui était partie filmer, où on appelle Pakajouma. Dans la commune de Limité, dans le quartier Kingabois. J'ai vu des journalistes qui sont allés filmer là-bas. C'est atroce, hein. En fait, c'est un peu ça aussi. Hein. Une petite fille de 8 ans qu'on a vue là-bas qui parlait, non, Naye Moussala. Moussala Nim, côté Kanzoto. Dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, 8 ans, ma petite fille, elle a 14 ans, mais c'est comme si c'était un bébé pour moi. L'enfant de 8 ans qui est allé à l'objet, Naye Moussala, côté Kanzoto. Et au vie et au tout aussi de tout le monde. Et cet élément est passé, nous l'avons vu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que le pouvoir fait? Qu'est-ce que le pouvoir fait? Nous avons un pouvoir, nous avons des responsables. Nous sommes vraiment en déroute, qu'on nous aide à nous en sortir. Et ça ne pourra venir que si nous avons les bonnes élections qui vont apporter l'alternance pour sécuriser ces jeunes filles. Tous les morts que nous sommes en train de vivre à travers la République, c'est comme ils sont en train d'abattre des cochons, mais ce sont des Congolais qui sont en train de mourir. Un état de droit. Est-ce que nous vivons dans un état de droit? Devons-nous continuer dans ce sens-là? Nous ne pouvons pas nous réveiller, nous les hommes politiques, qui assez ça dirait. Nous mettons de côté nos désirs personnels. Engageons-nous à libérer notre pays. Engageons-nous à être fiers devant notre peuple. Aujourd'hui, quand je sortais, je répète encore ça. On est venu m'envahir devant l'entrée. Nous suivons les combats que vous êtes en train de mener pour que le cardinal soit notre candidat. Nous tous, nous sommes derrière ces combats. Mais si vous n'arrivez pas à réussir ces combats, que ce soit le cardinal, que ce soit vous les hommes politiques, si vous ne réussissez pas, considérez que vous n'avez pas aidé. Ne venez plus vers nous. Gouvernez vous-même et pour vos familles. Et à aucun moment nous n'allons encore un jour nous dire que nous avons des personnalités politiques et que vous veniez nous chercher pour que nous puissions marcher. Nous ne marcherons pas parce que nous ne sommes pas vos esclaves. Si on parle des moutons à abattre, nous sommes à la fin, mesdames et messieurs, le tout dernier dossier un peu triste. Vous le savez, la famille de Congo Web et la famille journalistique avaient perdu une grande dame. Olga Ngiana est aujourd'hui dans sa dernière demeure dans la commune de Ntsele, nécropole, entre ciel et terre. Elle a été inhumée ce dimanche et ça a été la tristesse, l'effroi. Parmi sa famille, ses amis, tout le monde était vraiment abattu. Perdre une si belle et si gentille dame, cela fait extrêmement mal. Nous allons donc suivre la levée du corps d'Olga Ngiana et nous allons terminer par le constat d'assainissement dans la commune de Lema. De pleurs ont caractérisé ces moments douloureux. Il est 13 h, nous sommes ici à la morgue de la clinique Ngaliema. La dépouille mortelle de la regrettée Olga Ngiana a été levée. Première destination, Congo Web Télévision, où ses collègues de service l'attendaient de ferme-pied pour le dernier hommage. Gilbert Biladi, directeur général de cette chaîne de télévision, a trouvé ici l'occasion de rappeler à l'assistance la seconde résurrection, puisée dans le livre de Jean. Olga est morte, mais Olga vivra. Elle va vivre pourquoi? Parce que elle a investi sa vie dans le travail. Ainsi, Olga est arrivée à Congo, elle vivra. Pour Luc Mikomo, ancien directeur des informations à Congo Web Télévision, Olga Ngiana était discrète, mais efficace. Olga est venue et est entrée à la rédaction. Elle a été formatée. Après quelque temps, elle a dit: mon travail, c'est pas le traitement de l'information comme on le fait ici à la rédaction. Moi, je voudrais produire une émission. Comme le directeur général l'a dit, c'est Congo Mboka qu'elle a choisi. Olga,
C'était d'abord une journaliste qui était effacée, mais toujours présente. Efficace, mais discrète. Par la suite, le cortège funèbre s'est dirigé vers la résidence familiale à Matongé pour un hommage par les habitants de ce quartier. Destination finale, l'espace Assanef, où la dépouille mortelle est exposée jusqu'au dimanche 29 juillet. L'inhumation interviendra ce même jour au cimetière nécropole entre terre et ciel. La fondation Ludor Balekelai, une association sans but lucratif créée par le journaliste Ludor Balekelai et reconnue par l'État congolais, a entamé il y a quelques jours les travaux d'assainissement des caniveaux dans le district du Mont-Amba. Ce, conformément aux objectifs de ces statuts, la première étape c'est ici dans la commune de Lemba. Avec sa brigade d'assainissement, la fondation Ludor Balekelai, avec son président en tête, a procédé au curage de plusieurs conduites d'eau bouchées aux abords du rond-point Super Lemba. Le chef de quartier de la Foire et la population bénéficiaire de ces mesures hygiéniques dans le cadre de l'autoprise en charge ont exprimé leur satisfaction et leur soutien à l'initiateur de cette fondation. Rappelons que la fondation Ludor Balekelai a son siège au numéro 1 de l'avenue Lunguvu, au quartier de la Foire, au rond-point Super Lemba. Les membres qui adhèrent à ce TASBL bénéficient de l'assistance sociale dans plusieurs domaines. Ces bureaux sont ouverts à la population de Lemba, Matete, Kisenso, Limete et Ngaba, chaque jour de 8h30 à 16h30. À la longue, les activités de ce TASBL devront s'étendre à d'autres districts et à d'autres provinces. Je présente mes condoléances à la famille congolaise, surtout à la famille Olga. Olga, c'était une amie à ma fille Lisette. La nouvelle nous a beaucoup affectés. Je présente vraiment mes condoléances à sa famille. Oui, comme l'a dit notre directeur général, Olga est morte, mais elle est vivante parce que nous croyons tous à la résurrection, comme l'a promis notre Seigneur Jésus-Christ. Repose en paix. Et je crois que Congo Mboka a été la fer de lance, l'émission qui restera gravée dans la mémoire de beaucoup de Congolais. Et je crois que comme on l'a dit, on vit à travers ses œuvres. Olga restera toujours vivante parmi nous. Constat d'assainissement, c'est vrai, madame, nous revenons, soyons un peu gais, c'est vrai, ça a été un peu triste. Les candidats députés, est-ce le rôle, j'y reviens, parce que beaucoup de gens nous posent cette question, est-ce que le rôle d'un candidat député d'assainir sa ville, est-ce que c'est pas ça, c'est ce qu'on appelle un appel de pied tout simplement? Est-ce qu'un député, un candidat député, c'est son rôle à lui d'assainir la ville? Quel est le rôle réel d'un candidat ou d'un député? Beaucoup de gens s'y méprennent de fois. L'assainissement de la ville, ce n'est pas le travail du député. Ou d'un candidat député. Ou d'un candidat député. Donc, vous allez assainir la ville dans ton quartier. Vous avez suffisamment de moyens pour faire ce travail-là. Le travail-là revient à l'État. Et vous, vous êtes l'autorité budgétaire de l'État. Battez-vous là-bas au budget, à votre assemblée. Apportez un budget conséquent pour assainir l'environnement, pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux. C'est à vous maintenant à aller faire les assainissements. C'est quel est le motif? C'est une façon de corrompre, c'est de la corruption. Comment doit se passer réellement la campagne des candidats? C'est vrai que nous sommes encore au début de notre démocratie. Les Congolais pensent qu'en faisant cela, en donnant des t-shirts, en donnant de la boisson et tout ça, on a un candidat. Quel est le message? Quel est le message que vous, présidente d'un parti, donnez à vos députés pour qu'ils aillent donner à la base? Quel est le message? Le message d'un candidat député, c'est la vision qu'il a de son pays. C'est cette vision-là qui est le cahier de charges qu'il va aller présenter au peuple. Élisez-moi, voilà ce dont je suis capable. Voilà la situation actuelle, comment ça se présente. Nous avons autant comme budget. Quand je serai là, nous serons là, notre parti sera là. Nous allons
par telle action de l'État, nous allons amener le budget à autant, qui sera réparti de cette manière ici. Ce n'est pas le travail du député de descendre dans la rue, je vous amène 10 bancs pour quelle école? Je vous amène, je viens payer les frais d'hospitalisation des gens. Mais la gratuité de l'enseignement, la gratuité des soins de santé primaire, c'est dans la Constitution. C'est aux députés de se battre pour arriver à appliquer les lois qu'ils votent. Mais si c'est ça, aller payer les hôpitaux ici, aller faire l'assainissement là-bas, je ne pense pas que les députés est dans la... Nous revenons dans le genre. Vous êtes une grande dame, un modèle pour beaucoup de femmes. Est-ce que dans votre parti, l'Union des Patriotes Républicains, vous avez appliqué cette loi par rapport aux 30%? Est-ce que Madame Odette Babandoa incite d'autres femmes à faire la politique? Parce que beaucoup de femmes ont peur, d'ailleurs, même à l'Assemblée nationale, les 30%, vraiment, on ne sent pas la présence des femmes. Quel est le message que Madame Babandoa lance à ces jeunes femmes qui veulent se lancer dans la politique? Est-ce que c'est facile de faire la politique? Est-ce que les femmes doivent faire la politique? Les femmes doivent faire la politique. Parce que les femmes ont un cœur. Quand elles s'engagent pour un résultat. Au moment où les hommes passent le temps à parlementer, à parler, mais une femme, quand il arrive dans une fonction, ce sont les actes qu'ils posent. Et le jour où les femmes auront suffisamment d'espace dans la gestion de l'État, vous allez voir la transformation, les changements qui doivent se faire. Et j'exhorte les femmes à s'engager en politique pour qu'il y ait un changement, pour que la vie s'améliore dans ces pays. Vous avez voulu savoir si notre parti, vous avez aligné des femmes dans notre regroupement, les femmes qui sont candidats, c'est 55% par rapport aux hommes. Donc nous avons 55% de candidats femmes et 45% hommes. Ok. Et pour vous aussi, madame, aujourd'hui, nous avons déjà, la liste provisoire est sortie, plus ou moins 6000 candidatures pour plus ou moins 500 places dans les assemblées provinciales. Est-ce que ce n'est pas aussi un faux message ou un faux espoir aujourd'hui, tous les jeunes, où tout le monde veut être candidat député, où tout le monde veut être député? Est-ce que c'est vraiment comme ça que l'on sauvera le Congo, madame? C'est la faillite de l'État. Parce que l'enseignant ne vit plus de son salaire. Il croit que en état en politique, c'est là où on vit. Tout le monde abandonne l'agriculteur, n'a plus la force de faire l'agriculture parce que quand il produit ses produits, ça pourrit. Autant alors qu'il aille là-bas au Parlement, vite, il aura les émoluments des parlementaires, il va s'acheter une Jeep et il sera bien. C'est la faillite de l'État. Donc, l'unique fonction qui reste aujourd'hui, c'est aller en politique, vite, s'enrichir. Et c'est ça, vous vivez des cas de transhumance partout, des corruptions qui sont en train de nous gangréner l'État, seulement parce qu'il n'y a plus de vie en dehors de la politique. Quand la vie va redevenir normale, moi, avocat, j'ai été une fois à Abidjan dans une conférence des avocats. Une confrère avocate, vous la voyez dans quelle opulence de richesse il est en train de vivre. Il n'a rien envie à un ministre, parce qu'il peut défendre son client. Il gagne un procès où on restitue à son client 1 million, 2 millions, il a ses 30%. Qu'est-ce que j'ai à aller envier à un ministre? À un ministre. Ouais, mais ici, chez nous, ici, pour gagner le procès, bien que vous l'avez gagné, vous devez d'abord, vous êtes redevable vis-à-vis de celui qui doit prononcer le jugement. Et alors, vos honoraires, le client va trouver qu'il faut d'abord aller payer là-bas, les honoraires, on verra ça après. Alors, c'est dans la pauvreté. C'est l'état de la situation de faillite de l'État qui conduit tout le monde. Et c'est même la mentalité que je commence à regretter. Nous avons besoin de nos acteurs cinéastes. Mais et tous, on va les prendre pour les amener en politique. Vous trouvez ça normal? Tous nos comédiens de la ville, nos cinéastes de la ville sont des candidats députés des partis politiques. Tout simplement pour leur apporter l'essai qu'on est en train de chercher. Vous trouvez ça normal? Voilà, comme l'a dit Madame Odette Babandoa, c'est la faillite de l'État, que l'économie et que la vie politique de l'État s'améliore et tout ça tombera dans l'eau et chacun se battra dans son secteur pour bâtir la République démocratique du Congo. Merci donc à Madame Odette Babandoa d'être passée à la barre. Merci en tout cas et
Voilà, c'est toujours un grand plaisir de recevoir une dame dans cette émission, c'est tellement rare. Et madame l'a dit, il y a des femmes, battez-vous aussi dans la politique, mais c'est que ce soit vraiment par conviction et non pour la recherche effrénée des jeeps et d'argent. Faites la politique par passion et par conviction. Merci en tout cas à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Merci encore une fois à vous qui nous êtes fidèles et prenez rendez-vous avec nous le dimanche prochain pour notre Fawcett. Et encore une fois, repose en paix, Olga.